Voilà, le macadam est complètement fracturé. Elle transperce, ça c'est celle de la saison de l'année dernière. Elles sont en train de transpercer le parking et de progresser sur la chaussée. Quand on voit la densité d'une canne de Provence ou d'une renouée du Japon, on imagine bien qu'elle laisse très peu de chance à nos espèces locales qui sont déjà fragilisées par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes sont vraiment considérées comme un sujet très préoccupant, un des 5 facteurs clés responsables du déclin de la biodiversité. Au-delà de cette catastrophe écologique, les conséquences économiques sont également importantes. Un de mes collègues au CNRS a établi qu'elle coûtait plus de 400 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Donc notre souhait est de nous concentrer sur les espèces végétales exotiques envahissantes qui se développent dans les milieux aquatiques et les zones humides. Alors, parmi les espèces végétales exotiques envahissantes qui nous intéressent, 2 sont très connues, la canne de Provence, qui est très répandue sur le bassin méditerranéen, mais aussi la renouée du Japon, qui a donc envahi l'Europe au sens très large du terme, Royaume-Uni, France, Italie, jusqu'en Russie. Donc on peut voir donc son étendue. Elle se développe principalement dans les zones humides, qui ont pourtant un rôle très important dans la régulation des extrêmes climatiques. Et elles se développent à une vitesse telle qu'on pense qu'on n'arrivera plus à les éradiquer. Malheureusement, elles étouffent toute la biodiversité de ces zones humides. Comment gérer une espèce envahissante comme la renouée du Japon ? Eh bien, nous passons déjà de longs mois dans l'année, au moins 6 mois, à en fait les faucher de façon intensive en suivant des protocoles écologiques extrêmement précis pour 2 raisons. Déjà, ne générer aucun échappement dans la nature, qu'il n'y ait pas de reprise. Bien sûr, l'idée c'est de contrôler la prolifération. Et dans un deuxième temps, d'introduire en fait un suivi écologique très précis pour bien mesurer l'affaiblissement qu'on arrive à réaliser de cette plante en la fauchant de façon répétée selon des protocoles très précis. Dans un deuxième temps, ça génère plein de biomasse. Nous les rapatrions dans nos locaux où elles vont être séchées, transformées à l'état de poudre, et puis on va les transformer en ce qu'on appelle des éco-catalyseurs, ces outils chimiques qui vont nous permettre de construire de grandes molécules. Donc, quand on a fabriqué les éco-catalyseurs par un traitement thermique qui permet de concentrer la partie minérale, eh bien, on va les utiliser pour construire, par exemple, des médicaments, des produits cosmétiques. Donc là, il y a la solution, les molécules de départ qui sont en solution. Donc un mélange de 2 molécules qu'on veut faire réagir ensemble. Donc c'est typique, si on ne fait rien, on n'ajoute pas de catalyseur, il ne se passe rien. Les molécules ont beau être agitées, elles ne réagissent pas ensemble, elles n'ont pas d'affinité l'une pour l'autre. Et là, avec cette poudre d'origine végétale, c'est l'éco-catalyseur. Eh bien, l'éco-catalyseur introduit dans la solution, ce que va faire Andréi devant nous, eh bien, va vraiment apporter l'énergie nécessaire qu'il faut pour que ces 2 molécules acceptent de réagir ensemble. Ces solutions fondées sur la nature et leur valorisation en chimie est complètement inspirée de la nature. On peut vraiment parler de bio-inspiration parce que c'est bien en s'inspirant en fait, des propriétés physiologiques des plantes, de leur richesse en espèces minérales, qu'on a pu concevoir une chimie durable totalement bio-inspirée. Donc ça fait maintenant 18 ans que je travaille à l'interface de ces 2 disciplines, chimie et écologie, sans préjugés, sans aucune limite de raisonnement. On essaie de faire fi en fait, des idées toutes faites, des préjugés, pour montrer que ces 2 disciplines sont complètement complémentaires. Cette combinaison, ce rapprochement entre la chimie et l'écologie nous ont permis de revisiter complètement la chimie, développer des procédés qui n'ont aucun intrant synthétique, pétrosourcé, une chimie totalement naturelle qui va avoir cette fois-ci, pour la première fois, un impact positif sur l'environnement et la nature. C'est une véritable révolution en chimie.